On sanctionne la Russie, mais on continue de consommer les produits russes, ce qui fait que les marchés s'affolent, les prix explosent, mais finalement on importe toujours la même chose. Bonjour à tous, nous nous réunissons pour l'économie en eau trouble, l'émission qui donne la parole à des acteurs du monde économique de tous bords. Dans ces temps où l'économie prend toute la place, le Cercle Aristote a choisi d'inviter des spécialistes. Après Droma Economy et avant Charles Gave, nous recevons Mathieu de la chaîne Libre et Riche, entrepreneur connu pour sa précision et la précision de ses analyses. Bonsoir Mathieu. Bonsoir David. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Un peu te présenter plutôt. Pardon. Alors Mathieu Franco, effectivement, comme tu le disais si bien, j'anime la chaîne YouTube Libre et Riche, dans le but et la vocation de faire des analyses économiques, financières, immobilier aussi, de l'éducation économique et financière de manière générale. La chaîne a été créée il y a environ un petit peu plus de 4 ans, puisque septembre 2018, et qui part du constat qu'en France, et j'imagine que c'est quand même à peu près pareil dans la plupart des pays francophones, on manque d'éducation financière. Et donc, la vocation était de justement essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de donner quelques notions d'éducation économique et financière. Et c'est pour ça que je touche aussi la finance de manière générale et la géopolitique, puisqu'on part du principe que pour pouvoir investir intelligemment, encore faut-il comprendre le monde qui nous entoure et ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, tout est lié. Politique, géopolitique, finance, investissement, etc., etc. À titre personnel, moi je suis juriste de formation. Je suis dans la gestion de patrimoine. J'ai donc un master de gestion de patrimoine, de droit des affaires, de gestion d'actifs et de fortune, et j'ai la certification de l'autorité des marchés financiers, ce qui permet d'avoir une vision globale à 360 degrés pour les patrimoines aussi, puisque on fait la formation, gestion de patrimoine, etc., etc. Donc, vous voyez bien, cher auditeur, que c'est du sérieux. Alors, on a le schéma un peu habituel, on commence par traiter un petit peu l'actualité, puis aller sur le fond avant de donner la place au public. Les marchés des cryptos sont en ébullition, c'est un sujet que tu maîtrises bien, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer face aux derniers événements sur cette sphère? Effectivement, le marché des cryptos est en pleine turbulence. On a la plateforme FTX qui a fait faillite, qui a chuté, et le Bitcoin qui se trouve, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 16 000 $. Alors voilà, attention à bien dissocier Bitcoin, plateforme FTX, les jetons, donc les tokens FTT. On a tendance, surtout quand on est un petit peu anti-crypto, entre guillemets, à tout mettre dans le même panier. Et je trouve que c'est dommage, d'autant plus que c'est un écosystème qui est naissant malgré tout, hein, c'est qu'il reste quand même relativement jeune par rapport à un marché actions, obligations, immobilier, etc. Donc voilà, il y a des tests, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Alors, on met pas tout dans le même panier parce que il y a des cryptos qui peuvent avoir de la pertinence, d'autres qui en ont moins. Et là, on est typiquement dans le cas de figure d'une plateforme, donc on est dans la reproduction, si tu veux, de la finance traditionnelle, dans la mesure où on est sur quelque chose de centralisé. Et le monde des cryptos, l'écosystème des cryptos, a priori pour vocation d'être dans un monde dit décentralisé, d'où le terme DeFi, Decentralized Finance. Et là, on était sur de la CeFi, Centralized Finance, avec FTX, puisque c'était un exchange centralisé, avec un escroc, Sam Bankman-Fried, puisqu'il a clairement mis en place des procédures, des actions frauduleuses. Donc après, on peut rentrer dans les détails si tu veux aussi, hein, pour expliquer concrètement comment ça fonctionne et ce qui s'est passé. Typiquement, on avait 3 acteurs, grosso modo, hein, pour pas trop rentrer dans les détails. On avait d'un côté la plateforme FTX, de l'autre Alameda Research, qui était un fonds d'investissement, et au milieu Sam Bankman-Fried, qui était le PDG en fait des 2 entités. Donc tu avais un conflit d'intérêts entre d'une part la plateforme FTX, d'autre part le fonds Alameda Research et au centre Sam Bankman-Fried qui détenait les 2 entités. Elles auraient dû être dissociées, et ce qui se passait, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une plateforme de crypto-monnaie, comme une banque, soit dit en passant, quand on y dépose notre argent pour acheter des cryptos,
on n'est pas propriétaire de la crypto qu'on achète. C'est-à-dire que juridiquement parlant, c'est pas un droit de propriété qu'on a, c'est un droit de créance. D'accord? C'est-à-dire que la plateforme est endettée vis-à-vis de nous. Elle nous doit de l'argent. Et nous, on n'est pas propriétaire de cet argent. C'est-à-dire que c'est un droit de créance. À côté, donc ça, pour les comptables, ça voudrait dire que ça apparaît au passif, d'accord, de l'entité, et à l'actif. Alors après, je rentre plus dans les détails si besoin d'explication. Hein. Et à l'actif, la plateforme fait un petit peu, elle devrait pas, mais elle a fait un petit peu ce qu'elle voulait avec les fonds des clients. Et donc avec ces fonds-là, il s'avère que Sam Bankman-Fried se faisait des prêts sur Alameda Research. Donc si tu veux, la plateforme FTX prenait les fonds des clients, elle les prêtait aux fonds d'investissement qui lui appartenaient. Et apparemment, il aurait acheté des maisons, et il aurait prêté aussi, enfin, il aurait donné de l'argent au parti démocrate américain, si je dis pas de bêtises, à hauteur de 44 millions de dollars. Et son associé, lui, faisait des dons au parti républicain. Donc en fait, ils avaient un petit peu les deux partis dans la poche. Et bizarrement, cet homme-là, donc cet escroc, faisait en sorte de lutter un petit peu, si tu veux, contre la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, enfin, qui est en fait l'exact inverse de la CeFi, la finance centralisée, et dénigrer les concurrents pour, si tu veux, avoir, puisqu'il avait les politiques dans la poche, ce qui lui permettait en fait de passer outre les mailles du filet et mettre en place ses activités frauduleuses. Il y avait aussi des manipulations de cours, puisque tous les tokens FTT, c'était en fait Alameda Research qui les détenait. Donc tu réduisais artificiellement l'offre de tokens en circulation sur le marché, ce qui permettait de gonfler en fait la valeur des tokens. Et Alameda Research qui, en fait, alors j'utilise des termes un petit peu complexes, mais qui valorisait son bilan en mark-to-market, c'est-à-dire à la valeur de marché. Or, comme les tokens étaient survalorisés puisqu'ils étaient manipulés, ça donnait l'impression que le bilan du fonds d'investissement était surévalué. Donc, c'est-à-dire en très bonne santé, si tu veux. Ce qui se passe, c'est que en début novembre, on a un rapport qui sort comme quoi, ben, en fait, le fonds d'investissement est insolvable. Tu as Binance qui détenait des tokens FTT. Le PDG de Binance se rend compte en fait qu'on est sur quelque chose qui est assez bancal et qui liquide la plupart, enfin la totalité de ses investissements en FTT. Ça provoque une débandade sur le marché, le FTT chute, et mécaniquement la valeur comptable du fonds chute, et inversement puisqu'on avait des interconnexions entre la plateforme FTX et le fonds d'investissement FTT. Voilà. Et évidemment, comme tu as un phénomène d'interconnexion entre le marché des cryptos, de manière générale, bah, le fait qu'il y ait un token qui chute, ça provoque la chute d'autres tokens ou d'autres cryptos, et ainsi de suite, par voie, en fait, comme un effet domino, et sur le token, le Bitcoin, puisque tu as des appels de marge, qui fait qu'il y a eu des entités qui se sont endettées, qui doivent liquider leur position vendeuse, et ainsi de suite, et donc pression à la baisse sur la valeur de la quasi-totalité du marché de crypto, quoi. Et est-ce que tu penses, pour nos spectateurs qui sont pas très versés en crypto, est-ce que il y a d'autres acteurs de cette ampleur qui pourraient être dans la même situation? Est-ce qu'on peut avoir des effets dominos quelconques? Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de la crypto? Alors, en toute honnêteté, c'est un peu osé de dire ça, on verra si j'ai eu tort ou raison plus tard dans quelques mois, dans quelques années. C'est pas que je pense, c'est que je suis convaincu que oui, il y a d'autres acteurs. Et pour moi, c'est que le début. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que il faut pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que là, on est typiquement, si tu veux, il y a une confusion chez les néophytes, on va dire, entre guillemets, entre les acteurs, d'accord? Donc typiquement les plateformes, d'une part, et d'autre part, les instruments d'investissement. Et après, donc tu as cette première confusion entre acteurs et instruments d'investissement, et tu as une deuxième confusion entre les instruments d'investissement eux-mêmes. Je m'explique. Tu as les acteurs d'une part, les plateformes, qui elles en fait reproduisent un système de la finance traditionnelle, type les banques, à la différence près que les banques, elles ont la banque centrale derrière et les États qui viennent les sauver. Là, on est sur un marché qui est pas réglementé. Attention, différence entre régulation et réglementation. Là, on est sur un marché qui n'est pas réglementé. Et
les instruments d'investissement qui, eux, peuvent être intéressants, type Bitcoin ou autres, en fonction des appétences de chacun au moment d'investir. Ça veut dire que le fait que la plateforme tombe ne remet pas nécessairement en question la pertinence de certains instruments, type Bitcoin. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'investis en bourse, que j'achète des actions de Total par exemple, le fait que mon intermédiaire financier, c'est-à-dire mon courtier qui me permet d'acheter les actions Total, chute, ne remet évidemment pas en question la valeur des actions de Total. Il n'y a aucune relation entre les deux. On est d'accord. Donc ça c'est la première confusion. Attention à ne pas confondre acteurs et instruments d'investissement. Et ensuite, tu as une deuxième confusion entre les instruments d'investissement eux-mêmes, où en fait, sous prétexte que le FTT, donc token de la plateforme FTX, chute, c'est bon, toutes les cryptos, tous les tokens, on les met dans le même panier, ils sont nécessairement mauvais, il ne faut pas investir dans les crypto-monnaies. Non, encore une fois, je reprends l'exemple, le fait que, je sais pas, il y a eu Lehman Brothers, la banque Lehman Brothers en 2008 qui a fait faillite, ça veut évidemment pas dire que c'était des actions, que les actions de Apple sont mauvaises, par exemple. D'accord? Encore une fois, voilà, tous les instruments ne se valent pas, toutes les plateformes ne se valent pas. Et moi, le conseil que je donne en règle générale quand on investit dans les crypto-monnaies, c'est on achète nos cryptos et on essaye d'être cohérent avec comment dire, l'objectif de départ de la finance décentralisée. On loge ces cryptos autre part que dans des institutions centralisées, type Ledger, des hard wallets, ça s'appelle, pour protéger ces investissements. Comme ça, si la plateforme elle chute, nous, ça ne nous impacte pas. Et évidemment, on fait attention à bien analyser les cryptos dans lesquels on investit. Évidemment, ça passe par la formation et l'information. Il y a deux points intéressants que ça m'évoque. C'est que les cryptos n'est pas fondé sur la blockchain et il faut absolument détenir soi-même ces éventuels cryptos, quoi. C'est ça? Tu as dit, excuse-moi, on a été coupé, j'ai pas. La première question, c'est est-ce que toutes les cryptos sont de la blockchain et il faut absolument détenir sa crypto, quoi, quand on en possède, quoi. Si tu veux, les cryptos, alors tu as les crypto-monnaies d'un côté et tu as les tokens de l'autre. Après, on peut rentrer, enfin, il y a plein de termes, j'ai pas trop envie de trop noyer les auditeurs. A priori, une crypto, on va dire un crypto-actif de manière générale, hein, token, crypto-monnaie, NFT, etc., etc., ont pour vocation d'être sur une blockchain. Alors après, tu vas avoir des tokens natifs, type l'Ether, c'est le token de la blockchain Ethereum, et ensuite tu vas avoir d'autres tokens qui eux ne sont pas natifs, on dit que c'est des tokens non natifs, qui sont sur une blockchain mais au travers de smart contracts. Bon, je rentre pas dans les détails, mais a priori tous sont censés être sur des blockchains. Ce que je dis, c'est que si on achète des cryptos sur des plateformes centralisées et qu'on pense réellement détenir ces cryptos-là dans son portefeuille, on se trompe. On se trompe, parce que la plateforme, a priori, elle peut faire ce qu'elle veut des fonds. Alors, dans l'absolu, c'est pas très grave. Le principal, c'est que la plateforme puisse rendre la crypto au propriétaire, donc à la personne qui a investi dans cette crypto, au moment où elle le demande. Le problème, c'est que si elle investit dans des actifs qui sont illiquides, c'est-à-dire très difficiles, c'est très difficile de les revendre pour pouvoir rembourser en fait l'investisseur, là effectivement la plateforme peut tomber dans l'insolvabilité et faire en fait comme FTX a fait, tomber. Donc, a priori, si vraiment on veut investir dans les cryptos et se protéger de la meilleure des manières possibles, c'est on investit dans les cryptos, alors on peut acheter au travers d'une plateforme, mais dès qu'on les a achetés, direct on les vire sur son wallet type Ledger pour se protéger de cette manière. Si la plateforme chute, aucun problème, ça ne nous impacte pas. Bon, dans ce cas-là, c'est un Far West. N'y entrez pas à moins d'être bien accompagné ou bien informé. Nous n'invitons à rien à part faire confiance à des professionnels. Il faut se former. C'est le plus important, encore une fois, c'est de se former et de comprendre ce qu'on fait. Mais ça, c'est bon pour les cryptos, c'est bon pour les actions, c'est bon pour l'immobilier. Voilà. Dans l'immobilier, il y en a plein qui font faillite. Pour autant, c'est pas nécessairement un Far West, l'immobilier. Il y a juste des règles à connaître, financières, des règles fiscales, et ainsi de suite.
Nous aurons probablement quelques questions d'auditeurs après sur ce point, de toute façon. Peu de gens y comprennent grand-chose, moi y compris. Nous avons vu le deuxième point d'actualité, ce sera sur la Chine. Nous voyons que les mouvements sociaux et les actions du gouvernement contre le Covid sont assez fortes pour le moment. Impact sur le marché mondial, déclassement de la Chine, de nombreuses réflexions viennent à l'esprit. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Alors, la Chine, alors, je risque de me faire des ennemis parce que j'ai souvent fait des vidéos sur le thème de la Chine. Et disons que personnellement, la Chine, déjà, c'est quand même un pays assez opaque. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir accès à des données fiables est assez compliquée. Alors après, on me dira, ah oui, mais les données sont manipulées aussi en France, au sein de l'Union européenne, etc. C'est vrai, je dis pas le contraire. Et simplement que là, on est sur un degré d'opacité qui, je pense, est quand même supérieur. Euh, donc la Chine est quand même déjà dans la tourmente depuis un petit moment, avec le marché immobilier notamment. Pourquoi? Parce que à partir de, jusqu'à 2008, si tu veux, la Chine profitait du fait que les États-Unis et la zone euro baissaient les taux d'intérêt au max et en fait importaient massivement des produits chinois. Donc en fait, la Chine était, ça l'est toujours, mais un géant exportateur, ce qui lui permettait de faire rentrer des devises et donc de stabiliser aussi son taux de change, le renminbi par rapport au dollar, etc. Problème, ce qui se passe, c'est qu'en 2008, crise immobilière aux États-Unis, et la Chine est dans l'obligation de changer de modèle de croissance. Et donc, plutôt que de se focaliser sur l'extérieur, les exportations, elle commence à se focaliser beaucoup plus sur l'intérieur et la consommation interne. Alors attention, je ne dis pas qu'elle arrête d'exporter, loin de là, évidemment qu'elle continue, simplement qu'elle essaye de changer un petit peu de modèle de croissance et de favoriser la consommation interne, ce qui permet aussi de développer les richesses internes et faire monter une classe moyenne très vaste au sein du pays. Et pour favoriser la croissance interne et la consommation interne, ce qu'elle fait, c'est un petit peu comme les pays occidentaux aujourd'hui, c'est qu'elle va favoriser l'endettement. Dépenses massives, endettement, on voit le taux de dette des ménages est énorme en Chine, et notamment le marché immobilier, puisque le marché immobilier, généralement, on le stimule au travers de l'endettement, c'est très rare qu'on fasse des achats à comptant sur le marché immobilier, généralement on le fait au travers de la dette, et de l'effet de levier financier. Et aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, à confirmer, je crois que l'immobilier représente 30% du PIB chinois, ce qui est tout simplement énorme. Énorme. Problème, c'est que justement, dès qu'il y a un problème par rapport à cet endettement, ce taux d'endettement qui explose, il y a tout qui s'écroule. Puisque généralement, c'est les banques qui sont exposées à la dette, notamment à la dette immobilière. Ce qui se passe, c'est que en plus, on a le Covid qui tombe en plein milieu, et des géants, des promoteurs immobiliers qui font faillite également, avec Evergrande l'année dernière, donc là ça fait 1 an, qui se retrouvent dans la tourmente, puisque difficultés financières, non-remboursement des dettes, ce qui fait effet domino, évidemment. Puisque avec la dette, le problème de la dette, c'est que quand tu as un acteur qui tombe, il devait de l'argent à quelqu'un, il ne rembourse pas, ce quelqu'un devait de l'argent à quelqu'un d'autre et il a des difficultés à rembourser, et ainsi de suite, tel un effet domino. Là aujourd'hui, Xi Jinping s'est engagé dans sa politique de zéro Covid, ce qui fait que revenir sur cette politique, ça serait revenir sur son engagement et donc sa crédibilité. Donc ils sont un petit peu dans l'obligation de confiner tout le monde, la plupart des personnes, pour lutter contre le Covid et maintenir le cap, c'est-à-dire être cohérent par rapport à sa volonté de départ, c'est-à-dire du zéro Covid, confiner tout le monde, etc., etc. Aujourd'hui, les Chinois ont bien compris que c'en était un petit peu trop, et que visiblement, le reste des pays autour de la planète n'ont pas suivi la même politique que la politique chinoise de zéro Covid, qui était vantée par un grand nombre de personnes au début, et on nous disait, la Chine, c'est l'exemple, voilà, il faut reproduire la Chine, etc., etc. La Suède, quand elle l'a pas fait, évidemment, elle a été critiquée. Aujourd'hui, je pense qu'elle s'en sort un petit peu mieux quand même que la Chine et qu'un grand nombre de pays occidentaux.
Et les Chinois se rendent compte que, en fait, le confinement, ça va, mais au bout d'un moment, il y en a un peu marre, et on se rend compte que la plupart des pays ont arrêté avec ça, et ils se portent, ma foi, pas plus mal. Attention, je dis pas qu'ils se portent merveilleusement bien, mais ils se portent pas plus mal qu'en Chine. D'ailleurs, je sais plus où j'ai vu ça, que je crois que c'était sur, je sais plus, à vérifier. Et il disait que pour le mondial, la Coupe du Monde, la Chine faisait attention de ne pas montrer les supporters sans masque. Donc c'est dire à quel point la censure pour montrer que, attention, on est les seuls, mais il faut pas que vous vous en rendiez compte. Et donc là, évidemment, on a des manifestations, les gens protestent, ils en ont marre, et se pose la question de la croissance mondiale et des effets de la récession que ça pourrait avoir sur le reste des pays occidentaux qui, malgré tout, on reste quand même liés à la Chine, et la croissance mondiale est évidemment fortement liée à la croissance chinoise. Ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, pour faire un lien avec la Russie notamment, donc il va y avoir les sanctions vis-à-vis de la Russie, notamment du pétrole, qui vont entrer en vigueur à partir du 5 décembre. Donc interdiction d'importation de certains produits pétroliers, raffinés, etc. Ce qui avait déjà commencé avec le gaz. Le pétrole, on l'a pas plus fait que ça parce que ça reste quand même super important. Et donc on se rendait compte que la Russie parvenait toujours à vendre des quantités raisonnables par rapport à l'avant-guerre, si on peut dire, voire même les mêmes niveaux de vente, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un swap, c'est-à-dire que les ventes sont passées de l'Union européenne aux pays asiatiques, et notamment la Chine et l'Inde. Problème, c'est que la Chine, si elle recommence à confiner sa population de manière drastique, non seulement la consommation interne chute, et comme je disais, le modèle de croissance chinois, c'était de se baser sur la consommation interne, mais la consommation aussi de produits pétroliers et de produits énergétiques va chuter. Donc, quid de l'impact sur la Russie? On verra à terme, parce que c'est quand même une source de revenus, notamment pour le conflit en Ukraine, et on le voit d'ailleurs, ça a déjà commencé, le pétrole Brent a chuté, d'ailleurs le WTI, le pétrole américain, a chuté, je crois qu'il se trouve aux alentours de 77-80 $. Donc, on voit que l'impact est immédiat. À voir comment ça va se dérouler par la suite. En tout cas, ça va avoir des impacts, c'est clair. Et à voir aussi l'effet sur l'inflation par la suite. Parce que l'inflation, on y reviendra, est aussi portée par une totalité évidemment, puisque avant que les prix de l'énergie montent, il y avait déjà de l'inflation. C'est pas comme on nous dit 100% de l'inflation, 100% des produits énergétiques qui sont responsables de l'inflation, évidemment, mais ils portent aussi l'inflation. Est-ce que d'un point de vue un petit peu simpliste, on pourrait dire que nous allons mal en Europe, mais tout le monde va mal? On a une sorte de dépression un peu généralisée de l'économie mondiale. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, oui, je pense qu'effectivement, on est tous plus ou moins dans le même caca, pour rester poli, à des degrés différents, parce que malgré tout, aujourd'hui, on voit que les États-Unis se portent, à mon sens, un petit peu mieux, parce que typiquement, ils sont moins exposés aux produits énergétiques, puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs de produits énergétiques. Le dollar s'est énormément apprécié par rapport au reste des devises internationales. Et donc on a tout un tas de mécanismes. Alors attention, je dis pas que les États-Unis, tout va bien, dans le meilleur des mondes, monde des bisounours, etc. Simplement que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'ils s'en sortent un petit peu mieux. Mais souvent, ils en profitent quand même quand il y a des problèmes au niveau international, ils en profitent souvent, j'ai l'impression. Eh bien, ça fait une très bonne transition vers la question des fondamentaux. Donc la deuxième partie de l'émission, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation dramatique, pénurie d'énergie, pénurie tout court, chute de l'euro? Quels sont pour toi les grands vecteurs qui nous ont conduits à cette situation? Alors, beaucoup de causes. Par où commencer? On pourrait dire qu'il y a effectivement une crise de l'euro, ou plutôt même une crise des devises de manière générale, des monnaies fiat, crise énergétique,
et crise même aussi des États, les personnes qui protestent, qui manifestent, etc., etc. Et évidemment de l'inflation. Par rapport à l'inflation, alors personnellement, et encore une fois, je me fais beaucoup d'ennemis en disant ça, mais c'est parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, la théorie monétaire. D'ailleurs, la plupart de mes livres, c'est de la théorie monétaire. Et je traite souvent de ce sujet-là sur les vidéos dans la chaîne. On nous dit souvent, bon, planche à billets, planche à billets, planche à billets. Alors, aujourd'hui, quand une banque centrale rachète des dettes, donc le quantitative easing, elle émet pas de la monnaie qui atterrit dans l'économie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des réserves. Et elle crédite les réserves. Si tu veux, les banques commerciales possèdent des comptes au sein de la banque centrale. Comme nous, on possède des comptes au sein des différentes banques. Et ces comptes bancaires au sein de la banque centrale permettent de s'échanger de l'argent entre les entités. Mais il n'y a que les banques qui ont accès à cet argent-là. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de réserves, créées par la Banque Centrale Européenne notamment, ne détermine pas la quantité de monnaie qui va circuler au sein de l'économie. Le quantitative easing, la vocation première du quantitative easing, qui a été mis d'abord au Japon en 2001, ensuite aux États-Unis en 2008 et après au sein de la zone euro en 2015, c'est de faire chuter les taux d'intérêt. Et faire chuter les taux d'intérêt, ça revient à faire augmenter le prix des obligations. Donc, si c'était la planche à billets, entre guillemets, qui était entièrement responsable, le Japon serait en période hyperinflationniste. Or, c'est pas le cas. Au Japon, ils ont 3% d'inflation. Voilà. Le quantitative easing, la première vocation du quantitative easing, c'est de faire chuter les taux d'intérêt. Après, ces taux d'intérêt-là, le fait qu'ils soient bas, vont effectivement promouvoir l'octroi de crédit, qui va effectivement pouvoir provoquer ou pas de l'inflation, s'il y a beaucoup de personnes qui s'endettent, beaucoup de personnes qui consomment, qui investissent, etc. Or, ça n'a pas été nécessairement le cas à partir de 2009 et 2015 aux États-Unis et au sein de la zone euro, précisément parce qu'on sortait de crise et qu'il y avait un phénomène de désendettement, et les personnes, plutôt que s'endetter pour consommer ou investir, elles avaient plutôt vocation à s'endetter à taux bas pour rembourser des dettes à taux élevés. On avait un phénomène de désendettement. Effectivement, quand on regarde la dette privée des ménages, au sein de la plupart des économies mondiales, elle chute. Parce qu'on avait un phénomène de désendettement. Après, effectivement, on a eu le Covid, où ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la fermeture de l'économie, vraiment complète, quasi complète, et pour maintenir un niveau de demande stable, les États ont mis en place des dépenses massives dans la politique fiscale, la politique budgétaire, pour essayer de permettre que l'économie continue de fonctionner. Donc on a eu un choc d'offres et un choc de demande. Un choc d'offres, pourquoi ? Parce que la production était à l'arrêt, puisque plus personne ne pouvait travailler, ou quasi personne ne pouvait travailler, donc production qui chute. Et un choc de demande, parce que les personnes qui nous gouvernent, dans leur grande lumière, se sont mis à dépenser comme des fous, maintenir la demande élevée, ce qui fait que moins d'offres et une demande stable ou plus élevée, nécessairement les prix doivent augmenter. C'est la fameuse équation quantitative de la monnaie, MV égale PQ, à ne pas confondre avec la théorie monétaire, ça n'a rien à voir. Hein. L'équation quantitative, c'est une égalité comptable, hein, comme l'actif est égal au passif pour les comptables. Et donc, si la production n'augmente pas, ce qui est la lettre Q, c'est que P doit augmenter, c'est les prix. Et c'est ce qui s'est passé durant le Covid. Évidemment, ça a eu une multitude ça a provoqué évidemment de l'inflation, facilité par le fait que la BCE maintienne les taux d'intérêt bas, effectivement, et rachète massivement de la dette pour solvabiliser les banques, mais c'est pas le quantitative easing en soi qui est nécessairement responsable à 100% de l'inflation actuelle qu'on connaît actuellement. C'est les dépenses massives. D'ailleurs, on le voit, si on regarde le PIB nominal et le PIB réel, on a une divergence entre les deux qui s'explique par une augmentation des dépenses avec une production qui reste stable. Parce que si la production avait augmenté, les prix se seraient ajustés à la production et auraient été plutôt stables.
Donc on a un double phénomène de choc d'offres et de choc de demande. Ça, c'est pour la partie inflation. Et la partie énergétique s'explique encore par une multitude de causes, qui est, encore une fois, le fait d'avoir stimulé la demande avec une offre qui chutait, puisqu'on ne se déplaçait pas, donc pas besoin nécessairement de consommer de produits énergétiques pendant les confinements. Le fait qu'on a eu on met des sanctions, notamment sur l'importation du gaz, et là prochainement sur l'importation de produits pétroliers russes, puisqu'on est quand même énormément dépendant de ces produits énergétiques. Le fait qu'on ne stimule pas ou qu'on arrête d'investir dans la production nucléaire, qui reste quand même la principale source énergétique, enfin la principale source de production électrique plutôt en France, parce qu'il y a l'énergie primaire et l'énergie secondaire. Et ensuite, le fait que on sanctionne la Russie, mais on continue de consommer les produits russes, ce qui fait que les marchés s'affolent, les prix explosent, mais finalement on importe toujours la même chose. On importe du GNL, mais le prix du GNL, le coût de revient est plus élevé que, puisque c'est du gaz liquéfié, il faut après le rendre gazeux, que du gaz qui transite par pipeline. D'ailleurs, je regardais, il y avait un graphique qui montrait que ça y est, l'Union européenne importe plus de GNL que de gaz russe, quoi. Donc ça veut dire que prix de revient qui va quand même augmenter. Et on a aussi les politiques de bouclier tarifaire. Alors ça, c'est en France notamment, qui a limité l'inflation, qui devrait être quand même plus élevée, qui en fait rend une demande artificielle. C'est-à-dire que nous, les consommateurs, on a l'impression que les prix du gaz se stabilisent, alors qu'ils augmentent sur les marchés, ce qui permet en fait... Le prix, c'est un indicateur. Quand les prix montent, a priori, c'est fait pour qu'on consomme moins. Si on maintient les prix à un niveau stable, artificiellement stable ou faible, parce que l'État décrète qu'il va contrôler les prix, la demande ne diminue pas. Donc même demande, avec une production qui a priori est moindre, fait que les prix augmentent. Et que tôt ou tard, si c'est pas le consommateur qui paye, c'est l'État qui va devoir endosser le rôle de payer la différence, le surplus, et à terme, le consommateur, enfin le contribuable. Bien. Le portrait est assez sombre. Un petit peu de prospective, on va faire assez bref pour pas faire une émission trop longue et donner un maximum de place aux auditeurs. Quels sont tes scénarios du pire et quel est ton scénario du meilleur, assez brièvement, pour les temps qui viennent en Europe? Scénario du pire, je pense qu'on va... Enfin, j'espère pas, mais comme il faut voir le pire, c'est au niveau énergétique. Je pense qu'on va tout droit contre un mur, d'autant plus que le fait de ne pas avoir continué d'investir dans le nucléaire, je pense que ça sera quand même relativement catastrophique, parce que le nucléaire, c'est quand même la base, en tout cas nous, de notre mix énergétique en France pour la production électrique. C'est très bien de développer les énergies renouvelables, ça reste un complément. Alors moi, j'aime pas du tout les oppositions entre l'énergie renouvelable, le nucléaire, c'est souvent ça, et c'est dommage. L'un peut avoir sa pertinence dans certains cas, mais l'autre reste quand même très intéressant, en tout cas en l'état actuel des choses, et étant donné quand l'électricité ne se stocke pas, en tout cas à grande échelle. Donc le fait d'avoir sous-investi dans le nucléaire, avec une consommation énergétique qui se stabilise, en tout cas, elle augmente plus tant que ça en France, mais en tout cas elle est stable, fait qu'on va se retrouver quand même dans des problèmes. Aujourd'hui, problème avec le gaz russe et le pétrole russe, qui reste quand même un grand fournisseur européen. Là, il y a eu l'Allemagne avec la France qui ont signé un pacte comme quoi ils s'aideraient mutuellement cet hiver si l'un venait à manquer d'énergie. D'accord, mais si l'Allemagne manque et la France manque, comment on fait on s'échange quoi? Des miettes? Donc le scénario est assez noir au niveau énergétique, d'autant plus que l'économie, c'est quand même de l'énergie transformée. C'est-à-dire que sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans économie, il n'y a rien qui tourne. Si les entreprises, elles tournent pas, puisqu'elles ont besoin d'énergie, en fait, on fait pas grand-chose. Donc encore une fois, c'est le socle, en fait, c'est la base de tout, l'énergie, et c'est pour ça que je me focalise sur ça. L'inflation, à titre personnel, en tout cas, elle commence à ralentir
aux États-Unis. D'ailleurs, Jérôme Powell commence à reconnaître que finalement la hausse des taux serait peut-être moins brutale que prévu. Alors, moi, je m'engage pas parce que ils se trompent souvent, hein, les banquiers centraux se trompent souvent. Euh, on verra bien. Là, si la Chine revient à confiner sa population, chute de la consommation, avoir les effets sur les produits énergétiques qui ont aussi une part de responsabilité sur l'inflation, évidemment. Hein. Pas totalement, mais une part de responsabilité. Et ensuite, au niveau du meilleur scénario, moi j'aime beaucoup un économiste qui s'appelle Frédéric Hayek, puisque je suis de l'école autrichienne d'économie, qui est libérale, donc je me ferai peut-être des ennemis chez certaines personnes, et, et qui en fait était pour une dénationalisation de la monnaie, si tu veux. Aujourd'hui, les monnaies, en fait, les États sont de connivence avec, si tu veux, les banques centrales. On nous dit que les banques centrales sont indépendantes, elles ne le sont pas. Évidemment qu'elles ne le sont pas. On le voit avec la Banque centrale européenne, qui en fait est en train de noyer le secteur privé en augmentant les taux d'intérêt, mais qui continue de réinvestir les coupons pour soutenir les dettes et les taux d'intérêt des États, parce que sinon on va avoir un effet de comment dire, on va avoir un effet sur les spreads de taux d'intérêt, c'est-à-dire l'Allemagne qui a des taux d'intérêt faibles, l'Italie qui explose, qui remet en question la viabilité de l'euro. Donc le but, ça serait de retourner, en tout cas personnellement, à un étalon or. Mais attention, un étalon or de 1971 de Bretton Woods. Parce que là, on était sur un étalon dollar or. Un vrai étalon or. Type avant 1814. Ça nous fera un point d'accord. Nous sommes au Cercle Aristote, un think tank souverainiste. Nous sommes donc un petit peu obligés de vous poser des questions qui nous concernent. Nous voyons quand même que les instances internationales qui soutiennent une vision relativement libérale de l'économie sont en train de reculer. On parle même de régionalisation. Dans ce monde en changement, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer des idées comme des fonds stratèges, un peu de protectionnisme? Est-ce que dans cette attirail, vu les circonstances, est-ce que vous pourriez voir des vertus à ces approches? Alors je me ferai des ennemis encore. Disons que en étant libéral, a priori on s'oppose au protectionnisme. Pourquoi? Parce qu'on considère que les personnes doivent être libres de mener à bien leur projet de vie. Et ça passe évidemment par les échanges commerciaux entre les différents acteurs au sein de la planète. Le protectionnisme, moi j'aime beaucoup Frédéric Bastiat, donc économiste français du 19e siècle, qui en fait, un petit peu dans la tradition de Adam Smith, qui s'opposait aussi au protectionnisme, mais qui lui était chez les classiques, donc un petit peu différent de l'école dans laquelle je me positionne, qui en fait expliquait que le protectionnisme a pour vocation a priori de favoriser la production nationale, les emplois nationaux, etc., etc., a priori. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en règle générale, donc on augmente les tarifs douaniers à l'importation de produits étrangers, ce qui fait qu'en réalité, on augmente le coût donc des produits importés, produits étrangers, pour favoriser la consommation interne, ce qui fait qu'en fait, on en revient à subventionner la production interne. Et donc mécaniquement, c'est comme si on appliquait une sorte de taxe à la consommation intérieure, puisque les personnes pourraient très bien acheter à l'extérieur à un prix plus faible, puisque sinon, si le prix était plus faible à l'intérieur, il n'y aurait pas nécessairement de raison d'acheter à l'extérieur, à moins que la qualité soit supérieure à l'intérieur, d'où ce qui expliquerait les prix plus élevés. Donc voilà, on s'oppose un petit peu parce que ça revient à faire chuter le pouvoir d'achat des citoyens.
sous prétexte que ce que l'on veut, c'est favoriser la consommation intérieure et la production interne, les emplois internes, etc. Moi, je pars du principe qu'on est tous des humains. Pourquoi il faudrait privilégier la production interne ou l'emploi d'une personne à l'intérieur plutôt que l'emploi ou la consommation extérieure? Après, voilà, ça reste de l'idéologie, ça reste un positionnement qui m'est propre. On pourrait en parler des heures et des heures. Hein. Adam Smith, il est par là, il est en dessous. C'est ma façon de voir les choses, mais je suis tout à fait ouvert au débat et à ce qu'on puisse me convaincre du contraire. Disons que le Covid et les montées des tensions nous ont peut-être quand même fait remarquer qu'avoir en dehors du pays la production de médicaments ou avoir conditionné sa capacité à produire des sous-marins au bon vouloir américain, vu le contexte, est peut-être un petit peu dangereux. C'est des leviers de négociation qu'on n'est pas certain de vouloir dans les mains de ses adversaires, n'est-ce pas? Voilà. Alors effectivement, je te rejoins totalement et j'aime bien aussi nuancer mes propos dans la mesure où on n'est pas dans un monde des bisounours. D'accord? Alors effectivement, le monde idéal, à mes yeux, ça serait que les États arrêtent de nous casser les pieds, arrêtent d'intervenir et arrêtent de nous guider et de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ça serait la situation idéale. Or, je suis bien conscient que cette situation idéale n'existe pas et qu'elle n'existera probablement jamais hormis dans le monde des bisounours et que, évidemment, dans certains cas de figure, cette question de la pertinence de secteurs stratégiques, entre guillemets, peut se poser. Mais attention, par contre, où là, effectivement, je mets quand même une ligne rouge, attention, où jusqu'à quel point on décide que tel ou tel secteur est stratégique ou ne l'est pas. Typiquement, Bruno Le Maire, qui vient nous dire que Carrefour ne peut pas être racheté parce que c'est un secteur stratégique. Mais dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout, et en fait, tout est secteur stratégique pour légitimiser l'intervention de l'État. C'est simplement ça qui m'embête. Dans un monde parfait, mais je ne suis pas candide, ça serait quand tout soit ouvert, tout soit parfait, tout le monde est gentil, tout le monde est content, tout le monde est beau. Je sais que c'est pas le cas. Et effectivement, dans certains secteurs, comme tu le disais très bien, je te rejoins. Ce qui est amusant, c'est qu'à notre époque, ça devient presque subversif d'avoir des désaccords. Mais, donc c'était très intéressant et nous respectons votre opinion très pleinement. On va passer aux questions du public, on est tous là à cause d'eux et pour eux. Donc une question, bon, celle-là est un petit peu aride, donc je vais pas la prendre. Une question de Chando. Le FMI vient d'envoyer un avertissement à la France. Pourriez-vous expliquer un peu la situation, si c'est possible, si tu es informé, sinon on passe à la suivante. Alors, le FMI, Fonds monétaire international, qui est quand même une instance politique et politisée, on le voit notamment avec le Salvador, hein, et qui avait adopté le Bitcoin et qui vient lui expliquer comment il doit gérer ses finances, bien que je m'oppose à ce que le Salvador a fait, hein, mais ça c'est une question personnelle. Parce que je pars du principe que le Bitcoin, personne ne doit l'imposer, chacun l'adoptera s'il a envie de l'adopter. Encore une fois, une approche libérale, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Par rapport à l'annonce du FMI, pour être tout à fait honnête, j'ai vu passer l'information, je sais plus exactement en quoi elle consiste. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est par rapport au budget de 2023, mais à confirmer, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, où je crois que la France, en fait, prévoit de dépenser 270 milliards d'euros. En fait, on aura un déficit de 270 milliards, puisqu'il va emprunter ce montant-là sur les marchés, ce qui fait que ça va faire exploser la dette. Et justement, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure avec la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on se retrouve dans une situation paradoxale où tu as d'une part les banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne, qui a pour vocation de faire chuter l'inflation, donc d'augmenter les taux, etc., etc. Et d'autre part, on a les États qui font l'exact inverse, c'est-à-dire plutôt que de lutter contre l'inflation, ils la stimulent en augmentant les dépenses, en augmentant l'endettement, en augmentant le déficit, etc., etc. Raison pour laquelle la BCE derrière sait pertinemment que ces actions-là vont faire augmenter, mais vraiment exploser les taux d'intérêt,
qui ont déjà bien monté, et se voit dans l'obligation de réutiliser les coupons, c'est-à-dire les intérêts payés par les États, pour continuer d'acheter des dettes d'État, alors qu'elle est censée réduire le bilan de la Banque centrale. Parce qu'on se retrouve dans une situation où on a deux forces contraires, et la BCE, en fait, est dans une impasse, c'est-à-dire que s'il y a un État qui chute, c'est l'euro qui est remis en question, mais si l'inflation continue d'augmenter, c'est encore l'euro qui est remis en question. Donc voilà. De très beaux jours devant nous sont à venir. Une question d'Ortol. Bonjour Mathieu. La France a besoin d'une récession. C'est un point de vue. Qui dit récession dit besoin de chômage à la hausse. Est-ce que l'État fait exprès d'augmenter le cours de l'électricité? Bon, c'est très intéressant comme question. Alors, est-ce que la France a besoin d'une récession? Je vais surprendre, mais oui, parce que si on veut lutter contre l'inflation, malheureusement aujourd'hui, on a un petit peu, c'est un petit peu la seule solution. D'ailleurs, on le voit, la croissance chute. En termes réels, en réalité, on est déjà en récession. Parce que quand on regarde, souvent on se focalise sur le PIB nominal, c'est-à-dire le PIB tel qu'il est affiché. Mais compte tenu du fait que l'inflation se trouve à des niveaux historiquement élevés, hein, les plus hauts niveaux depuis 40 ans, c'est-à-dire que quand on déflate le PIB, c'est-à-dire qu'on enlève l'inflation, en fait, on est déjà en croissance négative. Donc en fait, en récession, on l'est déjà. Après, la deuxième question, c'est est-ce que l'État fait exprès de faire monter les cours de l'électricité? On pourra en parler des heures là, hein, avec le merit order et ce qui se passe actuellement. Alors, on nous a vendu le fait que le marché de l'électricité avait été libéralisé. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quand, comment et pourquoi. Parce que c'est totalement faux. Le marché de l'électricité n'a jamais été libéralisé. Ce qu'on a voulu, c'est augmenter la concurrence chez les fournisseurs. Le marché de l'électricité, c'est trois acteurs. C'est les producteurs, c'est au milieu... Ah merde. Comment il s'appelle? RTE, le transport d'électricité, et ensuite les fournisseurs. Donc trois acteurs, producteurs, transport, fournisseurs. Nous, généralement, on est directement en relation directe avec les fournisseurs. D'accord? Le problème, c'est que... Alors, problème, je ne sais pas en quoi c'est un problème, mais l'Union européenne a décidé que c'était un problème. En France, on était majoritairement à électricité d'origine nucléaire. Et le fournisseur et producteur qui jouait les deux rôles, c'était EDF. EDF qui faisait très bien son job jusqu'à maintenant, et qui fournissait en fait de l'électricité à bas prix. D'ailleurs, on était parmi les pays avec le prix de l'électricité le plus bas au sein de l'Union européenne. L'Union européenne a décidé qu'il fallait ouvrir le marché à la concurrence. Problème, c'est que faire concurrence à une entité qui produit qui est responsable de la production électrique à hauteur de 70%, c'est très compliqué. Donc, les acteurs du marché de l'électricité ont bien compris qu'ils n'arriveraient pas à concurrencer EDF. Donc, le seul moyen de concurrencer, c'est au niveau de la fourniture d'électricité. Le problème, c'est que ces fournisseurs-là, ils ne produisent pas d'électricité. Et donc, ils sont obligés d'acheter cette électricité sur le marché. Alors que EDF, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il produit lui-même l'électricité, à bas prix en plus, parce que le nucléaire, c'est pas cher. Et donc, les consommateurs restaient chez EDF. Et donc, les fournisseurs alternatifs, ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs, qui ne produisent pas encore d'électricité, évidemment, se sont plaints et ont dit attendez, nous, c'est pas normal qu'on achète l'électricité sur le marché plein tarif, du coup, on n'arrive pas à avoir de clients. Et ils ont mis en place l'AREN, l'accès réglementé au nucléaire historique, c'est-à-dire que EDF est obligé de brader ses prix, de vendre à 42 euros le mégawattheure à des fournisseurs alternatifs qui eux-mêmes vont le revendre à prix élevé. Après, on a le principe du merit order, c'est-à-dire que c'est la dernière unité de production qui est appelée et on va fixer le prix sur le merit order sur la dernière unité. Or, aujourd'hui, c'est le gaz qui explose, donc forcément, tout explose. Et on a ces fournisseurs alternatifs qui donc, pour revenir à ce thème-là, qui doivent acheter l'électricité sur le marché qui explose et qui forcément fait que la facture des citoyens augmente. Et EDF est obligé quand même de continuer de brader ses prix. Et les fournisseurs alternatifs continuent de demander à l'État qu'il augmente la part de l'AREN, qui aujourd'hui était fixée à 100 TWh,
En 2022, la montée à 120 et il continue de demander est-ce qu'on l'augmente pour pouvoir proposer des prix bas parce que les prix explosent. Alors après, est-ce que c'est l'État qui fait que les prix montent? Il y a une part de responsabilité. Aujourd'hui, c'est aussi quand même la conséquence de ce qui se passe sur le marché et la conséquence du mécanisme du merit order aussi. Une question de Bob. Est-ce que les cryptos changent notre compréhension de la monnaie, de la théorie monétaire? Alors, est-ce qu'elle change notre compréhension? Je pense que plus que de changer la compréhension de la théorie monétaire et de comment fonctionnent les monnaies, elles permettent à un grand nombre de personnes de comprendre comment fonctionnent les monnaies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, on leur dit c'est quoi une monnaie? C'est quoi, c'est mes euros, je vais acheter ma baguette de pain. Elles savent pas ce que c'est concrètement. Une monnaie, c'est un moyen d'échange, une unité de compte, une réserve de valeur. 3 attributs de la monnaie. Après, tu as des bonnes qualités d'une monnaie, qu'elle soit liquide, qu'elle soit échangeable au cours du temps et au cours des espaces, etc., etc. Les crypto-monnaies, dans l'absolu, ce qu'elles permettent, c'est de comprendre comment fonctionne une monnaie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, monnaie, au sein des cryptos, il n'y en a pas. Alors après, on peut débattre sur est-ce que le Bitcoin, c'est une monnaie, est-ce que c'en est pas une. La vocation du Bitcoin, c'est d'être une monnaie. Si monnaie elle est, pour l'instant en tout cas, de qualité médiocre, on va dire. Parce qu'une monnaie qui fluctue, qui a une telle volatilité, c'est pas une bonne monnaie. Alors après, on peut dire oui, mais dans le temps, le cours monte et elle fluctue pas tant. Oui, mais regarde, l'euro s'est cassé la gueule. D'accord. Mais l'euro, c'est 20% par rapport au dollar en un an. Le Bitcoin, c'est moins 50%. Ça peut être en quelques jours. Alors, remettons les choses à leur place, comparons ce qui est comparable. Il y a de la volatilité, mais moi, je vous fais une courbe de volatilité d'écart type avec Excel. On met l'euro, on met le Bitcoin, ça n'a rien à voir. Donc, oui, les cryptos, plus que de changer notre compréhension de la monnaie, elles permettent de comprendre ce qu'est la monnaie, puisque les personnes s'y intéressent, et en plus, en mêlent technologie, etc. Donc, attention à la complexité que ça peut engendrer, et attention à ne pas tomber dans le piège. Les monnaies digitales de banque centrale n'ont strictement rien à voir avec les crypto-monnaies. En parlant de revenir aux fondamentaux, une question de Sephira. L'actualité a-t-elle achevé la MMT, la Modern Monetary Theory? Oui, Oui. totalement. Totalement, parce que ça nous démontre, si tu veux, la MMT, ce qu'elle nous dit, c'est que Est-ce que tu pourrais brièvement expliquer un peu ce que c'est pour nos auditeurs, s'il te plaît? concrètement, la MMT, ce qu'elle nous dit, c'est qu'un État n'a pas besoin, en fait, de... Les impôts, c'est pas un problème, les taux d'intérêt, c'est pas un problème. Un État ne peut jamais faire faillite. À partir du moment où l'État dispose de sa souveraineté monétaire. Alors moi, ce que je réponds, c'est vrai, mais on peut demander au Venezuela si c'est vrai aussi, c'est-à-dire que l'État ne fait pas faillite, mais si sa monnaie fait faillite, cela revient à faire faillite, dans la mesure où si toute ta population elle est pauvre parce que ta monnaie elle vaut plus rien, c'est vrai, t'as pas fait faillite. Nominalement parlant, t'as pas fait faillite. En termes réels, par contre, oui, tu as fait faillite. C'est comme dire aujourd'hui la croissance va très bien, on n'est pas en récession. Oui, nominalement parlant. Maintenant, quand tu déflates, quand tu prends en termes réels, tu es en récession. Et c'est la même chose avec la MMT. Euh, c'est que un État ne peut pas faire faillite en termes nominaux. En termes réels, un État dont la monnaie ne vaut plus rien, type Zimbabwe, type Venezuela, type République de Weimar en Allemagne en 1923, oui, il peut faire faillite. Et en plus, c'est désastreux quand il fait faillite de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Une dernière question avant qu'on parle de ton actualité. La dédollarisation est-elle un sujet à court terme, à moyen terme, à long terme? Comment vois-tu les retombées de ce nouveau processus? Alors, la dédollarisation, ça reste quand même un phénomène
à long terme aura peut-être de l'importance, notamment avec les sanctions, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les sanctions qui ont été mises en place vis-à-vis de la Russie, en fait, c'est par rapport aux réserves de change qu'avait la Russie. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la Russie avait des dollars, par exemple. Or, ce que peu de personnes savent, c'est qu'en réalité, les dollars ne sortent jamais des États-Unis. C'est-à-dire que la Russie possédait des dollars, mais ces dollars-là étaient dans les comptes des banques américaines. C'est comme les euros que la Chine pourrait avoir, par exemple, en réalité, ils ne sortent jamais de la zone euro. La banque chinoise a bel et bien un compte libellé en euros, mais elle a une créance vis-à-vis des banques européennes. Mais jamais de la vie, elle n'a d'euros en fait dans ses comptes. Ça bouge jamais en fait. C'est juste en fait des inscriptions comptables. Raison pour laquelle les États-Unis et la zone euro ont eu autant de facilité pour bloquer en fait les réserves de change de la Russie. Donc pour revenir au fait de la dédollarisation, c'est vrai que la question se pose il y a eu aussi avec l'Iran, c'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir, le privilège exorbitant, hein, de pouvoir mettre en place des sanctions lorsque un partenaire, même avec le Venezuela, ne s'adapte plus un petit peu à ne respecte plus certains accords ou agit d'une manière contraire à celle que les États-Unis voudraient. Donc c'est vrai qu'on peut remettre en question l'hégémonie du dollar. Aujourd'hui, malgré tout, quand on regarde les données du FMI, dans les échanges internationaux et en termes de réserve de change, le dollar reste quand même majoritaire à hauteur de 60%. En l'état actuel des choses, la dédollarisation, elle est quand même minime. Elle reste quand même minime parce que les échanges internationaux se font en dollars, le paiement des matières premières se font en dollars, précisément parce que il y avait l'histoire des pétrodollars avec les pays orientaux producteurs de pétrole. Donc la dédollarisation, ça reste un sujet qui reste quand même, à mes yeux, minoritaire, ça prendra peut-être de l'ampleur dans le futur. Dans l'absolu, c'est pour ça, hein, un retour à l'étalon or, un vrai étalon or, on n'aurait pas ce problème de j'impose ma monnaie, etc., puisque c'est l'or. Et l'or, a priori, personne ne le contrôle. Eh bien, c'était d'excellentes réponses pour d'excellentes questions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité avant de céder l'antenne? Par rapport au jeu concours? Alors, effectivement, pour célébrer les 200 000 abonnés qui ont été atteints sur la chaîne YouTube, on s'est rendu dans une des plus grandes raffineries d'or au monde. En plus, ça fait une très belle liaison avec les talents or. Donc, ça s'appelle PAMP, Produits artistiques et métaux précieux en Suisse. Et j'ai moi-même fabriqué 3 cadeaux. Donc, on met en jeu une once d'or, une vraie once d'or Lady Fortuna d'une valeur d'environ 1800 €, une once d'argent et une pièce en or, c'est un Napoléon. Et donc pour participer, c'est tout simple, hein, il suffit de regarder la vidéo, de répondre à une question qui est posée dans la vidéo, de suivre en fait les conditions de participation, tout est gratuit. Et le jeu concours prend fin, alors attention parce qu'il prend fin mercredi soir, donc il ne reste plus que 2 jours à peu près. Et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine et en direct, on donnera les noms des 3 vainqueurs. Donc encore une fois, pour remercier de la fidélité des personnes qui nous suivent et pour célébrer les 200 000 abonnés. En plus d'un potentiel gagnant, vous avez donné des inspirations à tout le monde pour Noël. Un grand merci Mathieu, dans l'espoir de te revoir chez nous pour répondre à des questions économiques. Je remercie tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Nous recevrons dans 2 semaines Monsieur Gave et d'autres émissions sont à venir. Nous vous remercions. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.